Que la paix soit sur vous. Encore une vidéo sur l'effet Mandela parce que je vois dans les commentaires qu'il y a des choses des informations qui ne passent pas et donc je voudrais expliquer un peu davantage. Alors déjà, pour ceux qui ont accepté, qui ont compris que l'effet Mandela ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas une erreur collective, ce n'est pas un faux souvenir collectif, il reste, on va dire, deux explications possibles principales. L'une qui relève du surnaturel au sens large, avec l'idée d'interaction entre plusieurs univers, ou alors d'une espèce d'intervention bizarre des djinns. Donc on va dire l'explication par le surnaturel. Parce que franchement, les histoires d'univers parallèles, d'après moi, ça rentre dans le cadre du surnaturel, c'est totalement irrationnel. Bon. Et l'autre, technologique. Et c'est sur l'explication technologique que je voudrais donner quelques détails. Alors bien sûr, moi je ne la connais pas, l'explication technologique, puisque personne ne la connaît. Mais je voudrais préciser quelques points qui permettent de comprendre comment éventuellement c'est bien possible. Bon, déjà, pour répondre à un commentaire, il y a quelqu'un là qui a dit en commentaire si je comprends bien, toutes les statuts de Wikipédia dateraient de moins de 10 ans environ. Non. Ce qui est récent, c'est la modification des statuts. Les statuts elles-mêmes sont anciennes. Donc il n'y a pas des statuts qui ont remplacé d'autres statuts. Les vieilles statuts n'ont pas été remplacées par de nouvelles statuts. Et c'est ça justement qui est hyper troublant. C'est qu'il s'agit des mêmes statuts mais modifiés. Donc la grande question c'est, et c'est pas que les statuts qui ont été modifiés, il y a aussi des textes qui ont été modifiés. Donc il y a des livres qui ont été modifiés. C'est-à-dire que le contenu des livres a été modifié, de même que le contenu de certaines boîtes, de même que des logos sur des voitures, etc. Plein d'objets, y compris des livres, y compris des tableaux, donc des images en 2 dimensions à peu près, ont été modifiés. Et ils ont été modifiés assez récemment. C'est pour ça qu'on ne trouve pas dans l'histoire de l'humanité de traces de l'effet Mandela, même sous un autre nom, à aucune autre période. C'est-à-dire que l'effet Mandela, non pas juste l'étiquette, mais ce dont il s'agit concrètement, ça n'existait pas avant. Et ça, c'est bien un indice énorme, voire une preuve, qu'on n'a pas affaire à un problème de mémoire, un problème collectif de mémoire, parce que dans ce cas-là, ça aurait déjà eu lieu avant, puisque l'être humain n'a pas changé, hein, c'est toujours le même cerveau. Donc, si c'est aussi récent, c'est forcément qu'il y a quelque chose de nouveau. Et que donc, on n'a pas affaire à une histoire à la mémoire qui déraille, des millions de personnes ont la mémoire qui déraille, non, c'est pas ça. C'est une technologie. Alors, maintenant, j'aimerais donner quelques pistes pour comprendre comment une telle technologie est possible. Pensez par exemple à la reconnaissance faciale. Qu'est-ce que c'est la reconnaissance faciale? Vous arrivez devant un appareil, il scanne votre visage et il vous identifie ou pas. C'est-à-dire qu'il va reconnaître, il reconnaît votre visage. Bon. Imaginons maintenant qu'on ait un appareil de reconnaissance faciale, mais qui fonctionne sur toute la Terre. C'est-à-dire que où que vous soyez dans le monde, cet appareil peut identifier votre visage. Bon là, ça paraît pas totalement invraisemblable. C'est-à-dire que ça sera le même principe, sauf qu'au lieu d'être devant l'appareil, vous n'avez même pas besoin d'être devant l'appareil pour être reconnu. Donc on vous reconnaît, on vous identifie, on vous localise à distance. Bon, je pense que là, jusque-là, vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez considérer que ça, c'est de la technologie possible, même si ce n'est pas avéré actuellement. Ok. Alors maintenant, imaginez un système de reconnaissance faciale qui non seulement vous permet de vous identifier à distance, mais là, peut aussi modifier votre visage. C'est-à-dire que non seulement il reconnaît votre visage, mais il peut, je sais pas moi, déplacer un petit peu l'œil, reformer, changer un peu la forme du nez, modifier la forme de la bouche, voire plus, voire vous rajouter une corne sur le front. Bon. Ben, ça serait ça la technologie dont il est question en fait avec l'effet Mandela. C'est-à-dire que il y aurait un appareil qui permet d'identifier, de localiser tous les objets ayant une certaine forme. Donc par exemple, tous les objets ayant la forme du penseur de Rodin sur le monde entier. Et non seulement de les identifier, mais aussi de modifier cette forme. Et c'est ça qui s'est passé, forcément. Du coup, comme les objets sont modifiés mais qui n'ont pas été remplacés, ben, ça peut très bien passer inaperçu pendant un moment. Les gens ne font pas forcément gaffe. Donc on passe devant la statue, et puis comme elle ressemble, la modification est mineure. Par exemple, pour le penseur de Rodin, c'est pas une grosse modification. On n'est pas pensé du penseur de Rodin comme ça, au penseur de Rodin faisant « ouais ». C'est juste un déplacement du point.
Donc, ils ont fait des modifications mineures. Pourquoi ils ont fait des modifications mineures? Parce que s'ils avaient fait des modifications majeures, tout le monde aurait compris qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans la réalité. Mais avec une modification mineure, il reste effectivement la possibilité que c'est notre mémoire qui nous joue des tours. Et c'était ça l'idée, c'est de nous faire croire que c'est notre mémoire qui nous joue des tours. Donc il ne fallait pas faire des grosses modifications. Par exemple, il y a un tableau bien connu, dont je ne me rappelle pas le titre actuellement, qui représente un couple de fermiers. Jusqu'à récemment, les deux, l'homme et la femme, regardaient dans la même direction, et maintenant la femme, elle regarde de biais. Voilà, ils ont changé la direction du regard. Ce n'est pas une grosse modification, mais c'est une modification bien réelle qui a eu lieu. Qui a eu lieu quand? Je ne sais pas exactement, mais tout ça, c'est récent. Soit parce qu'ils n'avaient pas la technologie avant, soit parce qu'ils ne voulaient pas l'utiliser avant. Ça, on ne peut pas savoir. Donc, ces modifications à distance, elles portent certainement sur la forme. C'est-à-dire que, et ça peut être même donc des lettres dans un livre. C'est-à-dire qu'un vieux livre peut avoir des lettres qui changent. Il peut y avoir un changement dans le vieux livre, dans les illustrations, etc. Ça peut être changé, visiblement. Du coup, si par exemple, on a une copie du penseur de Rodin, qui vraiment ressemble bien dans la forme, il a été aussi modifié, puisqu'il avait à peu près la forme. Mais si cette imitation, ou la statue qui était inspirée du penseur de Rodin, est quand même très différente dans la forme, elle n'a pas été modifiée. Et ça explique qu'il y a des statues inspirées du penseur de Rodin qui ont gardé la forme avec la tête sur le point, et d'autres où on trouve ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines statues inspirées ou dessins inspirés du penseur de Rodin qui ont été modifiées, et d'autres non. Et celles qui n'ont pas été modifiées, d'après ce que j'ai vu, c'est celles où la position était quand même très différente. C'était inspiré, mais de loin. Quand c'était inspiré, mais de près, en termes de position du corps, même si c'était pas du tout la même comment dire, même si c'était pas par exemple un homme, mais par exemple un squelette, mais que la position était vraiment la même, là, même la copie a été modifiée. Donc ce que je pense, c'est que c'est une technologie qui permet d'identifier à distance, partout dans le monde, les objets ayant une certaine forme, avec une espèce de marge d'erreur, ou je sais pas quoi, enfin une marge, et de les modifier. Mais, par exemple, pour prendre l'histoire du monocle sur le petit bonhomme de la boîte de Monopoly, sur les vieilles boîtes, le monocle n'est plus là. Cependant, il reste des références dans des textes à ce monocle. Et ça, c'est logique, puisque s'ils ont modifié l'image, ils n'ont pas modifié les textes. Après, peut-être qu'ils le feront plus tard, peut-être qu'ils supprimeront les traces, s'ils veulent faire ça très très bien. Mais actuellement, il reste encore des références à ce monocle, à droite à gauche, dans des articles, des livres, des journaux, etc. Et puis bien sûr, il reste surtout, et beaucoup, les souvenirs des gens. Les gens se souviennent quand même. Alors, dans les explications pseudo-surnaturelles ou surnaturelles, il y en a qui vont dire oui, il y a deux lignes temporelles. Dans l'une, par exemple, le monocle existait, dans l'autre, non. C'est pour ça que certains se souviennent du monocle et d'autres pas. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est plus simple. C'est qu'il y a des gens qui ont une bonne mémoire, ou qui ont beaucoup joué au Monopoly, et ceux-là se souviennent du monocle. Et il y a ceux qui n'ont pas une bonne mémoire, qui n'ont pas joué au Monopoly, et qui ne s'en souviennent pas, tout simplement. Donc ceux qui ne s'en souviennent pas, bien sûr qu'ils vont aller vérifier, par exemple, sur Internet, ou voir une boîte, ils disent, il n'y a pas le monocle. Après, ils vérifient sur Internet, il n'y a jamais eu le monocle. C'est tout simplement qu'ils ne s'en souviennent pas. Et donc, ils vont se fier à ce qu'ils ont comme information, et dans les informations qu'ils ont actuellement, il n'y a jamais eu le monocle. Et les autres qui ont une meilleure mémoire, ou qui ont vu la boîte, ou qui ont beaucoup joué au Monopoly, eux, ils s'en souviennent. Donc c'est ça, en fait, la logique. C'est pas qu'il y a deux mondes, deux univers, ou deux lignes temporelles différentes, ou etc., ou des interactions entre des univers. C'est juste qu'il y a des gens qui ont une bonne mémoire, ou qui ont eu l'occasion vraiment de bien voir, étudier la boîte du Monopoly, et d'autres, non. Pareil pour le penseur de Rodin, pareil pour certaines chansons dont la fin a été modifiée, pareil pour le film qui a totalement disparu de la surface de la Terre. Un film qui disparaît totalement de la surface de la Terre. Ça, c'était dans les années 90. Ce film, des milliers de gens s'en souviennent, raconte l'histoire précisément, parle de l'affiche, disent quel était l'acteur principal, etc. Bon, clairement, ce film a existé. Mais actuellement, l'acteur principal dit qu'il n'a jamais joué dans le film, et ça, c'est très facile à expliquer. Il ment, tout simplement, hein, c'est un acteur. C'est son métier de mentir. Bon.
Donc ça, c'est facile à expliquer, il ment. Maintenant, qu'est-ce qui reste à expliquer? Comment se fait-il que toutes les cassettes du film et les DVD, en fait, tout a disparu? Ben, c'est la même explication. S'ils sont capables de reconnaître à distance un certain objet manufacturé, donc le même en plusieurs exemplaires, et de le modifier, ben, pourquoi pas le supprimer carrément? Le supprimer ou modifier, je pense que c'est la même démarche. Hein. Et du coup, ça explique qu'ils peuvent faire totalement disparaître un film de la surface de la Terre, et après, avec un petit peu de mensonge, expliquer que le film n'a jamais existé. C'est pas du surnaturel, c'est troublant, c'est choquant, c'est bizarre, c'est perturbant, ça donne l'impression qu'on vit vraiment dans un monde dirigé par des manipulateurs complètement toxiques, impression justifiée, mais ce n'est pas surnaturel. C'est une histoire de technologie de modification d'objets. Voilà, des objets modifiés ou supprimés à distance. Sachant qu'on vit dans un univers d'ondes, il est tout à fait logique qu'on puisse agir sur des choses à distance, hein, par les ondes. Voilà, donc je pense qu'ils ont une espèce de machine qui permet de reconnaître tous les objets ayant une certaine forme bien précise, et à partir de là, quand tous ces objets ont été identifiés, de les modifier. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? J'en sais rien. D'après ce que j'ai lu, ça serait entre 2005 ou 2009, quelque chose comme ça. Je suppose que par exemple, quand ils ont modifié toutes les statues du penseur de Rodin, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ils ont fait ça la nuit, je pense pas qu'ils ont fait ça en pleine journée, ça aurait été quand même super troublant de voir la statue brusquement changer de forme. Et puis pour ce qui est des gardiens de musée, tout ça, moi ce que je pense c'est que les gens en fait ils ont tendance à voir ce qu'ils ont l'habitude de voir, donc certainement qu'au début ils n'ont même pas fait gaffe, ils n'ont pas vu le changement, parce que voilà, tout avait l'air d'être normal, et le jour où ils voient le changement, bah, ils se remettent en question eux, ils se disent c'est ma mémoire qui est défaillante. Parce que pour vraiment comprendre l'histoire telle qu'elle a eu lieu réellement, il y a du boulot quoi. Il faut avoir déjà plein de connaissances sur plein de sujets pour pouvoir comprendre que non, c'est pas la mémoire qui défaille, c'est pas la mémoire qui flanche. Voilà. Et le but de l'effet Mandela, dans la mesure où il s'agit pour l'instant de modifications mineures, je pense que c'est vraiment de nous faire douter de notre mémoire. Mais imaginez si dans une étape suivante, par exemple, il modifie les noms des gens. Imaginez si quelqu'un s'aperçoit que sur sa carte d'identité, au final, il s'appelle plus Monsieur Durand, mais Monsieur Dupont. Et que sur tous les papiers qu'il a, administratifs et tout ça, finalement, son nom a changé. Oh, là, c'est un coup à se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Hein. Et pourtant, ça ne sera pas parce qu'il y a un problème dans le cerveau de Monsieur Dupont. Ça sera bien parce qu'il est la victime d'une manipulation technologique. Voilà, j'espère que maintenant, vous pouvez concevoir de quelle technologie il s'agit. Il n'y a pas remplacement de statuts par d'autres statuts, il y a une modification des statuts anciennes. Donc la modification est récente, mais la statue elle-même, ou le tableau, ou le livre, est lui ancien et reste ancien. C'est pour ça qu'on voit... Il n'y a pas eu de substitution concrète, enfin concrète si, mais il n'y a pas eu une substitution faite par les mains, quoi. Tout ça, ça a été fait à distance et par une technologie qui reste inconnue. Moi, je pense qu'elle vient de Tesla, dans la mesure où Nikola Tesla, au début du XXe siècle, avait découvert énormément de choses et énormément de secrets finalement de la matière, que ses travaux ont ensuite été confisqués par le gouvernement et classés top secret, et que ces travaux ont été exploités, mais en secret. Nikola Tesla, c'était quelqu'un qui pensait qu'un jour, on aurait tous notre soucoupe volante pour aller au boulot. C'est lui qui a inventé le premier des soucoupes volantes, qui aujourd'hui passe pour une espèce d'accessoire ou de moyen de transport des extraterrestres. Nikola Tesla n'était pas un extraterrestre, du tout. Voilà. Et ceux qui considèrent que l'effet Mandela a un rapport avec la physique quantique, à mon avis, se plantent complètement dans la mesure où la physique quantique est un tissu, un ramassis de conneries. C'est pas du tout la vraie science, la physique quantique, c'est du blablabla sur du blablabla sur du blablabla. La vraie science, elle ne nous est pas accessible, ils se la gardent pour eux, les maîtres du monde. Voilà. Et Nikola Tesla, d'ailleurs, n'y croyait pas du tout à la physique quantique, ni aux théories d'Einstein, qu'il considérait comme un pauvre type. Enfin, au niveau intellectuel, il n'avait pas du tout de respect pour Einstein, et il avait raison, parce que Einstein est un grand imposteur qui n'est devenu célèbre que parce qu'il a joué un rôle dans la mise en place de la vaste manipulation dont nous sommes tous plus ou moins les dupes actuellement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. A bientôt les amis.